Alors vous avez ici une courbe qui est croissante, c'est la courbe des émissions de CO2. Depuis 1960, c'est mesuré en gigatonnes de CO2. C'est pas, il faut faire attention qu'il y a deux unités, gigatonnes de carbone, gigatonnes de CO2. Il y a des confusions qui sont faites à ce niveau-là. Normalement, les physiciens préfèrent les gigatonnes de carbone, les économistes les gigatonnes de CO2, et il y a de plus en plus donc, de gigatonnes de CO2. Donc, c'est un rapport 4, hein, c'est ça? C'est un rapport 4 à peu près, un rapport 4, en gros. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui est important, c'est de voir c'est que ce n'est pas des cumuls. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, ça c'est un cumul. Je me suis rendu compte. Donc ici on avait 10 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère dans les années 60, et puis maintenant on en a 40, et donc on va rediminuer. On va s'en débarrasser le plus vite possible et on va rediminuer. Alors c'est pas du tout ça, ce sont des valeurs, et ici c'est pas le cumul, c'est la valeur par année. Donc chaque année, il rentrait dans l'atmosphère 10 milliards de tonnes de CO2. Chaque année, il rentre aujourd'hui 40 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire que ça se cumule. Alors là, c'est un cumul. Quand on regarde les résultats, c'est un cumul. Donc aujourd'hui, on met 4 fois plus de CO2 chaque année dans l'atmosphère qu'on en mettait dans les années 60. Donc cet effet de cumul, c'est un effet qui n'est pas compris. C'est une partie des effets qui ne sont pas compris. Il donne une irréversibilité forte au problème. Une irréversibilité forte parce que, il reviendra, le CO2 reste dans l'atmosphère assez longtemps. Alors ce n'est pas les mêmes molécules qui sont là, c'est des équilibres qui se déplacent, mais en gros, on donne souvent un chiffre qui est suffisant comme ordre de grandeur, même si il ne peut pas décrire tout ce qui se passe autour de ça, mais on dit un siècle. Un siècle. Alors, je m'amuse avec ça, mon papa, parce qu'il a 90 ans, là, dans quelques... voilà, le jour de ta naissance, plus de la moitié du CO2 qui était émis le jour de ta naissance est encore dans l'atmosphère. Mais c'est long, en fait. Il faut avoir la compréhension de l'irréversibilité de ces choses et du cumul de ces choses. Ça veut dire aussi que par rapport à ce qui était la date du sommet de la Terre de Rio en 92, ce qu'on a émis comme CO2 depuis cette date, c'est considérable. C'est à la louche, la moitié du total. C'est-à-dire que, et ça a été fait sous un temps très, très rapide. Ce qui veut dire que le discours qu'on pouvait tenir il y a 20-30 ans n'est pas le discours qu'on peut tenir aujourd'hui par rapport à l'urgence climatique. On verra sur cette notion d'urgence climatique juste après. Voilà. Alors après, il y a un autre diagramme, deux ou trois autres diagrammes au niveau des émissions que j'aimerais noter aussi, parce qu'ils sont souvent aussi mal interprétés, à mon avis, dans le grand public. Le premier, c'est donc, on reprend les émissions, cette fois on les regarde par pays, en prenant les 4 pays majeurs. Alors, une des choses qui a fait que les courbes, après le sommet de la Terre de Rio en 92, se sont emballées comme ça, c'est l'accélération de l'économie chinoise qui a pris tout le monde par surprise, je pense. Donc, je ne me rappelle pas d'une seule personne à cette époque-là qui m'a dit qu'on allait avoir quelque chose comme ça. Il y a certainement quelques-uns qui avaient... Pierre-Noël Giraud avait un truc comme ça dans l'inégalité du monde, mais il ne raisonnait pas en carbone. Et donc, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, il faut quand même, quand on parle des Chinois, modérer par 2 choses. D'abord, c'est un rattrapage. Parce que par habitant, à ce niveau-là, ils en sont à peu près au même niveau que les Européens. Un tout petit peu au-dessus maintenant, mais à peine. Donc c'est un rattrapage. Et c'est un rattrapage, pour eux, ça veut dire quelque chose. Moi, je suis allé visiter une fois avec un très bon ami un des grands parcs là, qui a le temple, bon, peu importe, et avec un camarade, et puis à la fin, j'ai vu des ruines calcinées. Je me dis, c'est quoi? Ils ne voulaient pas dire, ils sont très discrets, les Chinois, mais non, c'était les armées françaises qui avaient tout brûlé. Donc en fait, pour eux, c'est quand même un rattrapage. C'est une revanche sur beaucoup de choses, sur une histoire, ils n'ont pas été... Et par ailleurs, une partie de tout ce qu'ils émettent,
c'est en fait des choses qui sont, ça c'est peut-être chinois, hein, je ne sais pas, certainement une grande partie des vêtements qui sont ici sont chinois. Quand on remet ça chez nous, alors les gens disent, mais je ne suis pas vraiment sûr de ça, parce que c'est des discours un peu contradictoires, que ça nous remet un peu dans une phase où on décroît légèrement nos émissions, mais je ne suis pas tout à fait sûr, je pense que... Mais en tout cas, il y a une grosse partie quand même qui est passée en émissions qui ont été en fait des émissions qu'on a, exporté ces émissions et on a aussi exporté nos emplois en faisant ça, clairement. Alors, il y a derrière ça aussi quelque chose qui est intéressant, je pense, c'est de regarder la part des gaz à effet de serre dans le contexte qu'on va discuter. Alors ça, c'est un diagramme que j'aime bien là, pour les couleurs et tout ça. Il s'arrête en 2014. Je vais vous montrer d'autres qui viennent jusqu'à maintenant. Mais donc vous voyez, en 1971, l'énergie primaire produite par... alors c'est celle qui est produite, pas celle qui est consommée, était de moitié à peu près ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous avez ici le charbon, le pétrole, le gaz naturel, c'est les trois combustibles fossiles dont on voudrait se débarrasser quand on parle de neutralité carbone. Neutralité carbone, c'est on se débarrasse de ça, d'un coup, en 30 ans. Et ça, c'est la part d'énergie qui est aujourd'hui fabriquée. Alors, c'est pas l'électricité, c'est l'énergie totale. En jaune, vous avez le nucléaire. En violet, vous avez l'hydroélectricité. En vert, c'est tout ce qui est sol. Alors, c'est beaucoup de choses très compliquées, y compris du bois de chauffage dans certains pays. Et puis, en gris, vous avez les énergies renouvelables. Le solaire et la... On ne voit pas, là. Ah, si on a bonne vue, on le voit. Avec les lunettes. Oui. Parce que ça a beaucoup augmenté depuis 2014. Ça a un petit peu augmenté, mais c'est pas, ça reste un petit épaississement de ce trait-là. Donc, ça va dans le sens de l'augmentation. Il n'y a pas de doute, là, quand on regarde. Mais ça vient. Voilà. Donc, en fait, quand on parle de neutralité carbone, on parle effectivement de remplacer tout ça par des économies d'énergie et puis des choses tirées ici. Donc, ça peut être le nucléaire, ça peut être... Voilà. Donc, ça, c'est pour montrer l'autre volet des choses, c'est du côté des gaz. Hein. J'ai montré l'impact de ces gaz sur l'énergie. Si on regarde la part de ces combustibles fossiles en tant que augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ben c'est pratiquement quand même l'essentiel. Vous avez ici le charbon, le pétrole, le gaz, et puis il y a en plus la déforestation et puis les cimenteries, enfin un certain nombre de choses en plus qui provoquent du CO2. Mais le CO2, c'est essentiellement ça. Donc, alors, il y a une chose particulière avec le CO2, je dis, c'est qu'il reste longtemps dans l'atmosphère, mais il y a une autre, c'est qu'il se mélange très vite. Alors, je vais essayer de montrer une image qui, par ailleurs, est jolie. Voilà. Donc ça, c'est un... Je l'ai vu interprété de manière différente, c'est-à-dire, regardez, ça se réchauffe, c'est tout rouge. Bon, c'est pas du tout des températures. C'est un diagramme qui montre le surplus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à une valeur moyenne de référence, donc apportée par les activités humaines. Là, on est en hiver, on a plus de CO2 dans l'hémisphère nord parce que on est en hiver et donc le CO2 n'est pas dans la végétation. Et puis ce qu'on va voir, c'est que petit à petit, ce CO2, il va être repris par la végétation dans l'hémisphère nord, et puis au contraire, il y en a dans l'hémisphère sud qui va se développer. Et ça correspond à une forme de mélange planétaire très, très rapide, qui fait que en quelques années, le CO2 supplémentaire est bien mélangé dans l'atmosphère. Quelques années quand même. Pratiquement un an, ça suffit. Un an, ça suffit à peu près. On franchit l'équateur et il y a un mélange. Donc ça veut dire qu'au-dessus de nos têtes, on a des gaz à effet de serre qui viennent de partout sur la planète. Donc le climat de Genève, comme celui de Paris, dépend des gaz à effet de serre qui sont émis partout sur la planète. On n'a pas de capacité à régler ça tout seul. Hein. Si on veut empêcher le réchauffement sur nos régions,
on est dans un domaine qui est un domaine planétaire. Alors, je vais peut-être, si vous voulez regarder, on voit vraiment le moment où ça se mélange, c'est ce moment où on passe d'un hémisphère dans l'autre. Alors, on voit le CO2 là qui vient se mélanger dans l'hémisphère sud, et ça se fait très vite. L'extraordinaire passage sur la forêt amazonienne. Oui. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà, donc je trouve que c'est un film qui est très beau. Alors, l'autre élément de ce film, c'est qu'il vous montre un peu ce qu'est la complexité des circulations atmosphériques. Et en gros, il n'y a pas deux cas identiques. Hein. Tous les jours, l'atmosphère invente des situations nouvelles, mais il n'y en a pas deux identiques. Ce qui est identique, ce sont les moyennes, hein, les moyennes qu'on peut avoir et qui sont construites, et j'en dirai un petit mot quand on parlera des... Voilà, alors ensuite, je vais passer vite parce que je pense que c'est assez connu, c'est que quand on regarde, ça c'est les émissions de CO2, quand on regarde le diagramme de ce qui rentre dans l'atmosphère, je dis ça parce que c'est par rapport au climato-scepticisme qu'on entend aujourd'hui et puis qui est répercuté partout. Les gaz à effet de serre, d'accord, le réchauffement il est là, on voit, mais est-ce que ça peut être dû aux gaz à effet de serre? On ne sait pas bien. Alors vous avez ici, quand même, ça c'est la courbe du CO2 telle qu'elle est sur la période... alors les 10 000 dernières années, donc de l'Holocène, avec une fluctuation extrêmement faible. D'ailleurs, le maintien, hein, l'équilibre que ça représente est, à mon avis, pas complètement compris. Et puis, on a le déséquilibre qui vient ici, qui est lié aux activités. Il faut être un tout petit peu gonflé quand même pour dire que ça pourrait être une coïncidence et que c'est par hasard. ce qui est le discours qu'on entend partout. Donc, c'est assez effrayant de voir que le manque de déontologie, en fait, d'une partie des gens qui répandent ces nouvelles-là. Alors, vous avez ici la même chose pour le méthane, la même chose pour le mais c'est toujours peut-être le hasard. Hein, voilà. Alors, si on regarde maintenant le passage aux températures, hein, donc là, on avait les émissions de CO2, le CO2 qui rentre dans l'atmosphère, maintenant les températures, on a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué en première vision, mais ce qu'on voit, c'est que les températures, c'est des températures qui sont essentiellement des températures sur la mer, hein, puisqu'on est sur la planète. Et là, on avait aussi un petit âge de glace avant. C'est une grande difficulté qu'on a eue en termes pédagogiques, c'était d'expliquer effectivement qu'on sortait d'un petit âge de glace, mais que ce qui arrivait était quelque chose de nouveau et différent. Et ça, on sait, à mon avis, pas très bien. Là, on a un mixte d'aérosols qui refroidissent, et puis mais qui ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, et puis de gaz à effet de serre. Puis après, ça monte. Et à chaque fois que ça descend, là, par exemple, cette phase-là, ça ne montait pas beaucoup. Là, il y a eu des articles partout dans les journaux. Mais après, ça remonte. Comment on se l'explique, Hervé, tu nous rappelles là? C'est quoi? C'est que Alors toutes ces oscillations-là, c'est des oscillations annuelles. Ouais. Enfin, c'est parce que c'est la mesure qui se fait sur un an, mais c'est essentiellement El Niño ou ce genre de choses. Ouais. Ça montre en fait que la fluctuation naturelle, aujourd'hui, est beaucoup plus faible. Si vous prenez ça, Oui. c'est 1 degré. Intéressant, oui. Et les fluctuations naturelles, elles sont beaucoup plus faibles. Donc on est face à quelque chose. Alors on le voit aussi sur ces images-là. Alors on ne voit pas très bien parce que j'ai oublié de les agrandir, mais je pense que vous voyez peut-être à peu près. On voit ça ici, c'est les 2000 dernières années. Ça, c'est les 10 000 dernières années. Et il y a différents types de mesures qui ont été faites par différents laboratoires. Mais ce que vous voyez, alors il y a une certaine incertitude quand même sur les mesures qui sont tout au long des 2000 dernières années. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce pic-là qui se détache maintenant clairement et qui est bien au-dessus. On le voit même quand on regarde sur ces périodes qui sont de 10 000 ans, le pic là arrive un petit peu au-dessus. Donc on est face à quelque chose qui est réellement nouveau. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure et on peut essayer d'anticiper le futur? C'est uniquement grâce aux modèles. Alors on va dire un peu les modèles parce que finalement, le manque de croyance, je ne sais pas s'il faut parler de ça, de confiance plutôt, dans les modèles, c'est quelque chose qui a beaucoup retardé en fait toutes les mesures qu'on a pu prendre sur les problèmes climatiques. Les gens, finalement, tant qu'on ne voit rien,
Donc on voit rien. Donc ça rappelle toujours l'histoire de la personne qui est en train de tomber d'une tour à New York et qui passe devant un bureau et dit « Si ça va bien, oui, pour le moment tout va bien. » donc on est ici sur une image que j'aime beaucoup. Je l'ai montrée dans mes cours régulièrement depuis des années, parce que c'est une image instantanée qui a été faite, est un peu coloriée habilement, parce que c'est une image de démonstration de la NASA. On voit la formation de la pluie. La formation de la pluie, c'est de l'eau qui monte et qui se condense. Et donc, c'est un peu l'air qui monte. Et on voit une zone où c'est organisé, ici près de l'équateur, très clairement. Et puis une autre zone où c'est organisé, aux hautes latitudes. Et finalement, la construction de nos modèles, c'est une construction qui se fait sur la base de principes physiques. Et ces principes physiques rendent compte, de manière extrêmement précise, de ce type d'agencement. Alors, c'est basé sur des lois de conservation. Il y a le soleil qui arrive, qui chauffe, et vous avez la conservation de la chaleur, mais vous avez aussi la rotation de la Terre, qui fait tourner l'ensemble, qui fait que les vents d'Est et les vents d'Ouest, selon les latitudes, on a des vents d'Est ou des vents d'Ouest, des choses qu'on pourrait apprendre dès l'école primaire pratiquement, mais qu'on ne sait pas normalement dans ces pays. Et donc, vous avez ici des circulations qui sont très différentes. Alors, on les a vues tout à l'heure, je ne les remets pas, mais on a vu des choses qui tournaient ici, qui s'en allaient d'ouest en est, même chose. L'inverse à l'équateur, ça allait très lentement d'est en ouest. C'est en fait l'air qui n'arrive pas à suivre l'équateur qui tourne très vite. Donc, c'est des choses qu'on comprend bien depuis longtemps au niveau de la physique générale. Et c'est sur cette physique-là qu'on s'est basé pour construire les modèles. Alors, cette physique-là, on l'a construite aussi avec les océans. Alors, le parallèle assisté. Et globalement, je crois que je l'avais dit la dernière fois, la construction d'un modèle, c'est une 20-30 années, une centaine de personnes. Il y a une dizaine de modèles à peu près dans la communauté, puis il y a des répliques un petit peu. Donc c'est quelque chose qui amène un savoir, finalement, qui est un savoir important. Et je vais montrer que ces modèles, ils ont fait la preuve aujourd'hui qu'ils sont capables d'anticiper des choses. On les a depuis un certain temps maintenant. Et les 20 dernières années, en gros, ont été assez bien anticipées par les modèles. C'est ce que je voudrais montrer. Donc on peut penser que les 20 prochaines le seront aussi. Donc voilà, on a ces modèles. Alors juste un petit clin d'œil, hein, c'est pour dire que ça nous a donné une vision du futur qui est effectivement plus longue. Pas très, mais c'est parce qu'elle est systémique. Alors, regarde, l'événementiel, les prévisions événementielles existent depuis longtemps. Moi, j'aime bien montrer ça parce que finalement, c'est juin 1944, la prévision anglaise d'un côté, la prévision allemande de l'autre. J'étais pas moi, mais mon père était dans un baraquement en Bretagne en train d'écouter me raconter sur une radio à galène comment qu'est-ce qui se passait en Normandie. Et donc vous avez en fait des données qui sont très différentes. En gros, les Allemands avaient toutes les données continentales et les Anglais, en gros, les données autour. Et la carte météo de cette époque, qui est faite à la main, avec une compréhension des systèmes physiques qui font la météo, était déjà très bonne. Ce qui était difficile, c'était d'être capable de projeter ça dans le futur à plus qu'une journée ou deux. Et c'est ce qu'on n'a pas cherché à faire, parce que les modèles, c'est autre chose. Les modèles, c'est d'essayer de regarder, mais les modèles tirent de la racine des processus physiques d'une connaissance qui est ancienne. Alors après, faire de la climatologie, c'est regarder des statistiques, c'est regarder des choses moyennes, c'est aller un petit peu au-delà. Alors, les modèles ont été construits globalement sur une idée qui est une idée un peu simple, qui était un pari. C'est-à-dire que si vous regardez, alors ça c'est un tout petit peu compliqué peut-être pour les non-spécialistes, mais en gros c'est les échelles des mouvements. Donc vous avez des mouvements dans l'atmosphère qui peuvent être à l'échelle du micron, de 10 microns, de la dizaine de mètres, etc., jusqu'à l'échelle de quelques kilomètres. Et l'idée, c'est qu'on a vu sur l'image qu'il y a une dimension dominante, qui est celle de la grande échelle, qu'on appelle synoptique, celle qu'on a vue ici.
cette organisation à grande échelle que j'ai montrée domine. Et donc, tous les modèles se sont construits sur cette idée-là. C'est-à-dire, puisque la grande échelle domine, ben, on va être capable de créer une planète qui ressemble, probablement, avec les équations de conservation dont j'ai parlé. Et donc, on a fait ça, et ça a finalement beaucoup mieux marché qu'on ne pensait. Moi, quand je suis arrivé dans mon laboratoire, il y avait déjà des gens qui avaient commencé ce travail. Moi, j'étais un peu sceptique, pour dire les choses honnêtement, sur la capacité à faire ça. Et ça s'est révélé marcher étonnamment bien, en fait. Donc, on a reconstruit des planètes artificielles qui ressemblent à la planète réelle. Et c'est avec ça qu'on a fait un certain nombre d'exercices de prévision. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des modèles parfaits. Quand on fait ça, on oublie qu'il y a une physique indépendante. Là, on fait comme si, en fait, tous ces domaines-là étaient des esclaves de la grande échelle. Mais certainement, ils le sont en partie, pas le temps, mais ils peuvent aussi avoir un comportement à eux, en plus, que l'on ne décrit pas ici. Donc c'est quand même une vision qui apprend beaucoup, mais qui apprend pas tout, hein, les modèles. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Alors, l'usage qui a été fait des modèles dans la communauté scientifique, ça a été des usages de comparaison entre modèles. Et je vais en montrer 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple qui apparaît maintenant un peu proche de l'Antiquité, mais en fait, c'est les années 2000. Les années 2000, il y a eu une expérience qui a été faite et préparée longuement par le GIEC de comparaison de ce qu'on appelle les scénarios du stress. Alors, stress, il y a un Special Report on Emission Scenarios. Et donc, les gens ont fait des études de type futurologie, en cherchant les climate drivers, c'est-à-dire ça pouvait être la démographie, ça pouvait être l'économie, ça pouvait être tout un ensemble de choses qui faisaient qu'on allait émettre, les mix énergétiques bien sûr, on allait émettre plus ou moins. Et donc, on a donné des histoires d'émissions de gaz à effet de serre différentes. Et il y en avait, je pense, une centaine presque, ou 50 ou 100 des histoires différentes. Et le GIEC en a gardé 6, avec de très jolis noms, A1F1. Et donc A1FI, d'ailleurs, c'est celui qui est le seul qui dise quelque chose. Hein, ça veut dire fossil intensive. Voilà, fossil intensive. C'est celui qu'on est plus ou moins en train de suivre, peut-être, oui. Alors, pour chacun de ces scénarios, il y a des modèles qui ont donné des résultats. Et ces résultats, donc, sont dans une barre d'incertitude qui est celle-ci. Alors, moi, j'ai rajouté la marque des 2 degrés qui n'était pas dans le rapport du GIEC à ce moment-là. Le GIEC ne faisait pas ce genre de choses, et il ne faisait toujours pas. Ça relève. La barre des 2 degrés, c'est un problème politique, c'est plutôt Bruxelles qui l'a introduite. Il y a eu des références au GIEC qui ont été faites pour l'introduire, mais c'est un peu comme le choix des 50 à l'heure en ville. Il y a un choix à faire, c'est 2 degrés. Et donc là, vous avez un scénario vert qui correspond à ça. Donc ça, c'est la moyenne. Ça, c'est ce qu'on a quand on regarde l'ensemble des modèles. On voit que pratiquement tous les modèles sont au-dessus des 2 degrés en 2100. Et qu'en tout cas, il n'y a aucun modèle qui n'est stabilisé, même les quelques-uns qui étaient en dessous, il n'y a aucun modèle qui était stabilisé à ce niveau-là. Et par ailleurs, ce scénario vert, c'est un scénario dont on sait maintenant qu'il est obsolète, puisqu'il supposait qu'on arrive à 5 milliards de tonnes de carbone par an. Alors de carbone, cette fois, il faudrait multiplier par en 2050, et en fait on y est déjà depuis longtemps. Donc en fait c'est un scénario qui est dépassé déjà. Et les autres sont des scénarios qui nous amenaient déjà à 6 degrés à peu près. Et c'est les fossiles intensives, mais même aussi celui-là qui est plutôt le scénario référent aujourd'hui, qui nous amenait à un peu plus de 5 degrés dans les cas les pires. Alors là, ça, c'est un diagramme qui a beaucoup secoué tout le monde. Hein, il a beaucoup secoué tout le monde. Moi, je l'ai présenté très souvent, et je continue en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en abstraire. Ça montre qu'on peut effectivement avoir l'équivalent d'une transition glaciaire-interglaciaire, puisque c'est 5 degrés, la transition glaciaire-interglaciaire, dans la période du siècle qui vient. Et d'autre part,
ce qui est intéressant sur ce diagramme, c'est de le regarder a posteriori, parce qu'ici on est en 2100, en 2000, pardon, et on voit que les différentes courbes mettent un petit peu de temps avant de se séparer. Aujourd'hui, on est là, et on est à 1 degré, donc on est là à peu près, on est là, et c'est un peu, entre ce que le modèle a anticipé et ce qui se produit, il y a un bon accord. Alors, généralement, ça impressionne pas trop les gens, ce genre d'accord, parce qu'ils disent, bon, ben, c'est simple, c'est deux courbes, elles se ressemblent, on peut les... Alors, il y avait dans les modèles un peu plus que ça. Il y avait la capacité à reproduire des situations géographiques. Alors, moi, c'est un petit peu flou, je me rends compte, c'est peut-être pas... J'ai fait des copies de fichiers PDF, mais vous avez ici quelque chose qui vient d'un modèle. Et c'est un des modèles que j'ai montré là. Non, c'était une série ensuite. Mais les RPC, les RCP. Vous avez ici un modèle, et ce qui compte, c'est pas de savoir exactement, c'est le type de géographie qu'il a. Donc c'est une géographie qui est associée à un réchauffement lié au gaz à effet de serre. Et donc on voit des régions qui se réchauffent plus que d'autres. Là, vous avez l'observation. L'observation qui a été faite complètement indépendamment à partir de données de bateaux, de satellites. Et vous voyez que là, il n'y a aucune mesure de température. C'est les lois de la physique. C'est le calcul par les lois de la physique. Il n'y a aucune mesure de température. Ça se ressemble quand même bigrement. Donc, ça veut dire que ces modèles, ils ont été capables de faire anticiper beaucoup de choses. Et bon, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'ils ont été très peu utilisés en fait dans tous les domaines de la prise de décision. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il n'y a rien qui remette en cause leur capacité non pas à nous faire des prévisions, mais à nous faire des représentations du futur qui sont des représentations importantes. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais rajouter là-dessus, parce que ça râne. D'abord, c'est que, c'est vrai, dans les modèles récents de l'IPSL, il y a eu des résultats qui montent à 7 degrés. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les modèles récents et les modèles anciens? C'est toute une série de choses qui sont... C'est un travail d'orfèvrerie. Hein. Vous avez une montre qui marche à peu près, puis vous allez regarder chaque rouage, et puis essayer d'améliorer ça. Il y a plusieurs millions de lignes de code dans un modèle climatique. Donc, la manière de l'améliorer, c'est en jouant sur chacun des processus le plus finement possible. Et quand on parle avec la génération la plus jeune que moi qui ont fait ce travail-là, ils ne savent pas exactement dire d'où vient cette transition. Les modèles ont beaucoup changé parce qu'on a rajouté des océans, on a rajouté des glaciers, on a rajouté de la chimie, on a rajouté beaucoup de choses dedans. Donc c'est devenu des modèles beaucoup plus complexes. Et ils vont dans le sens d'un réchauffement un petit peu plus grand pour un forçage équivalent. Un forçage, une émission de gaz à effet de serre équivalente, on a un réchauffement qui est un peu plus fort aujourd'hui, sans que, pour le moment, pour ce que j'ai entendu, il y a certainement des gens qui ont des idées, mais voilà. Ce qui veut dire que ces diagrammes-là sont toujours pertinents et peut-être un peu au-delà. Voilà, alors, je vais juste dire un mot sur le retour des fake news, parce que il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus, mais on m'a posé une question, je ne pourrais pas y répondre en détail, sur les problèmes d'effet de serre saturé. Alors ça, c'est quelque chose qui tourne passe-passe, parce que nous, on simplifie les choses pour faire de la vulgarisation. Alors, on dit fait de la vulgarisation simplifiée. Mais c'est un peu comme en italien, je ne saurais pas le répéter, mais on dit traduire, c'est trahir. Là, c'est pareil, simplifier, c'est trahir. Alors, on simplifie, on est content, on a essayé de faire comprendre des choses aux gens. Ils s'appuient là-dessus pour nous dire, regardez, ce que vous dites, c'est faux. Alors, ce qui fait l'effet de serre, c'est bien sûr un effet qui ressemble à celui d'une serre, mais il est contrôlé par les températures du haut de la serre, si on peut dire les choses simplement. Et ces températures du haut de la serre, c'est ça qui fait que l'effet peut être plus ou moins fort. Donc, tant que le niveau d'émission vers l'espace continue de monter, vers des températures plus froides, la chaleur reste dans la planète. Donc c'est ce montée du niveau de température qui émet vers l'espace qui est le facteur déterminant. Donc tout ce qui a été dit, qu'on a vu dans les journaux, c'est absolument faux. Et le fait que ces choses-là se répètent indéfiniment,
il y a une chose sur le Groenland vert, il y a tout un tas de choses, et quelque chose d'assez fatigant. Je ne sais pas comment on peut lutter contre ça, mais on a l'impression d'un rocher de Sisyphe qui revient tout le temps. Et c'est très compliqué et c'est très difficile. Et je pense que c'est juste conçu pour retarder un peu les décisions. Alors, il y a une autre chose, c'est les chiffres fantaisistes. J'y reviendrai après, mais je vais le dire déjà maintenant. Ce sera juste après, mais quand on a regardé l'accord de Paris, au niveau de ce que les États promettaient, on a vu que pour être sur la route des 2 degrés, il fallait que les États fassent un effort un peu plus grand. Et il y a eu quelques publications qui ont essayé de regarder, plutôt devenant des ONG, aussi de quelques labos académiques, ce que ça faisait de ne faire que ce que les États promettaient. Donc, faire que ce qu'ils promettaient. Alors les promesses sont des promesses qui étaient sur 2015-2030. Après, il fallait inventer. Les gens savent inventer. Donc on inventait des chiffres après. Et ces chiffres nous disaient qu'en 2100, si on faisait comme ça, on serait aux alentours de 3 degrés. Il y a des résultats un peu plus, des résultats un peu moins. Ça, c'est si les États tiennent leurs promesses. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et s'ils ne les tiennent pas, ça sera au-dessus. Si on s'est trompé entre 2015 oui, et entre 2030 et 2100, ça sera plus aussi. Donc ce chiffre de 3 degrés, il s'est répandu partout. Il s'est répandu partout avec une espèce de manière de nous apostropher, nous autres les scientifiques, en disant vous compliquez toujours tout, vous allez regarder des marges d'erreur. Alors, nous, on donne des chiffres et puis ça permet de mobiliser les citoyens. Alors moi, je suis un peu choqué par ça parce que finalement, à quoi ça a conduit? Ça a conduit à effacer les signaux les plus ennuyeux. C'est-à-dire que quand on prend une moyenne, on a une marge de futur possible qui va, là, selon les émissions, mais mettons de degrés à 7 degrés. Et puis on nous dit, mais non, mais prenons une valeur moyenne, là, au milieu, on efface toute la partie, au nom de, voilà, on est des... on dit ce qu'on pense, nous, on n'est pas derrière des incertitudes, on efface toute une partie des risques. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu dans le discours, quand même, on a effacé, là, à un moment donné, globalement, parce qu'on ne réfléchit pas aux chiffres qu'on donne, on ne sait pas comment ils sont sourcés, on a effacé toute une partie des risques. Et je crois que c'est quelque chose dont il faut se méfier. Quand on parle des fake news, je pense que celle-là est la plus grave. La plus grave, elle a consisté effectivement et elle justifie très souvent des comportements qui sont des comportements du genre, on va faire des efforts tout seul, donc on va s'en sortir. Je crois que il faut faire très attention à ce discours-là, parce que justement, il est articulé avec des chiffres qui sont pas les bons. Voilà. Alors la question maintenant, numéro 2, je vais essayer de tenir ce que j'ai dit. Donc, c'est jusqu'où et comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est la question à laquelle on a été confronté, toujours. Et la seule vraie réponse qu'on peut donner en tant que scientifique, c'est qu'il faut les supprimer tous, finalement. Parce qu'ils sont... la première molécule est une molécule en trop, d'une certaine manière, si on veut rester dans le cadre qui est... Alors, ça ne s'est pas fait, bien sûr, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression du langage par rapport à ça. Alors, la première version qui a circulé beaucoup, c'était ce diagramme. Ce diagramme, c'est un diagramme alors, on a parlé du facteur 4, par exemple, en Europe, beaucoup. L'idée, c'était de se dire, finalement, on émet du CO2 de l'atmosphère, il y en a la moitié qui s'en va dans l'océan et dans la végétation. Donc, regardons ce qui se passerait si, ma foi, les gens se contentaient d'émettre la moitié de ce qu'ils émettent aujourd'hui. Alors, cette moitié-là, on émettait, c'était dans les années 90, ça, on émettait 5 à 6 milliards de tonnes de carbone, cette fois, donc de carbone. La moitié, ça faisait 3
milliards à peu près, 3 ou un petit peu. Et cette moitié-là, elle était donc répartie sur 7 milliards d'individus, pour faire simple aussi dans les calculs. Ça veut dire qu'il y avait une demi-tonne par individu permise. Donc on regarde ici, les pays qui sont, la barre, c'est la barre bleue. C'est une demi-tonne par individu sur la planète. Donc tous les pays de la zone européenne sont aux alentours de 4 fois ça. Donc c'est ça le facteur 4. Le facteur 4. Et les États-Unis sont à 11 fois ça. Alors ce 11 fois ça a certainement joué un rôle quand ils ont quitté le protocole de Kyoto. Je pense que c'était quelque chose quand même pour eux qui était assez terrible. Hein. On ne peut pas d'un coup changer l'économie. Et il y a beaucoup de pays, le Brésil à l'époque était une position très avancée sur ces problèmes-là, ça a duré jusqu'à 2-3 ans, avait surveillé beaucoup ces droits et le fait qu'il fallait respecter en fait ces différences dans leur dimension historique, parce que ça c'est quelque chose qui était instantané, mais si on reprend l'histoire, les pays européens ont émis depuis longtemps et sont les premiers émetteurs en fait. Voilà, alors aujourd'hui on s'est rendu compte que ce diagramme-là, alors il n'est pas tout à fait correct parce que finalement on émet du CO2. Il y en a une partie qui part dans les océans et dans la végétation, mais si on l'émet plus, il n'y a plus rien qui part dans les océans et la végétation. Donc ce qui compte, c'est quelque chose. Les puits de carbone n'existent que parce qu'on émet du carbone. Ils disparaissent quand on arrête d'émettre du carbone. La plupart de ces puits-là, en tout cas. Donc il faut regarder de manière un petit peu différente ce à quoi on a droit, et c'est ce qui a été fait dans le rapport du GIEC. Je pense que c'est l'avancée principale pour moi du 5e rapport du GIEC, c'était ça, c'était de définir un droit à émettre, en fait, sur des bases qui étaient des bases scientifiques un peu plus fortes, qui consistaient à regarder, en fait, ce qu'on avait le droit d'émettre si on ne voulait pas dépasser 2 degrés avec un taux de chance de 6%, de 66% ici. Alors, on avait comme ça, on revient là à des unités qui sont les unités en CO2 cumulées et on a droit à ça. Alors après, on peut faire un calcul qui est un calcul associé, c'est de savoir, on a droit à ça, qu'est-ce qu'on a déjà émis? Ça se cumule au fil du temps, qu'est-ce qu'on a déjà émis depuis qu'on cumule le CO2 dans l'atmosphère? On a émis tout ça. Et donc, il nous reste ça. Et ça, si on fait le calcul, au rythme actuel, c'était de l'ordre de 10-20 ans. Donc, il nous reste... Donc, on n'est pas en situation facile, aujourd'hui, de rester sous les 2 degrés. On a un espace devant nous qui est un espace limité. Et donc, c'était il y a déjà quelques années. Le temps passe et on n'a pas diminué, en fait, depuis cette époque, les émissions. Alors, à cela, c'est ajouter l'idée que, c'est pas grave, on va faire des émissions négatives. C'est pas grave. On va essayer de corriger ça. Alors les émissions négatives, on a parlé déjà la dernière fois un petit peu, je ne vais pas en reparler, mais c'est un vrai problème, parce que finalement, c'est quand même la seule solution qu'on a imaginée. Je vais y revenir juste après. Donc si c'est la seule solution qu'on a imaginée, on va quand même que les gens s'y mettent, vraiment, fassent quelque chose, mais c'est vraiment un encéphalogramme plat sur toute la partie qui est technologique, qui consiste à enfouir le CO2. Il y a un démarrage plus fort, peut-être, du côté de tout ce qui est captation végétale, mais c'est très compliqué aussi. Et les chiffres qu'on donne, c'est qu'il faudrait stocker de l'ordre de 2 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère pour faire une vraie différence, dans la végétation ou dans les sols, pour faire une vraie différence, et on n'y est pas vraiment. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, n'existe pas. C'est-à-dire que cette alternative-là n'existe pas vraiment. Et on va le voir, c'est gênant parce que dans le rapport 1.5, c'est quand même celle qu'on met en avant. Voilà. Alors, dans le modèle, on peut faire aussi des calculs qui assoient un petit peu le diagnostic. Là, vous avez le réchauffement de la planète selon différents scénarios. Donc jusqu'ici, c'est observé.
Et après, on voudrait rester sur la ligne bleue, qui est en gros 2 degrés au-dessus de la ligne noire ici, donc c'est les 2 degrés toujours. Et pour ces 2 degrés-là, si on est cohérent avec tout ce que dit le GIEC par ailleurs, hein, il faut diminuer les émissions pour rester sous les 2 degrés d'ici 2075 à peu près, et en les amenant à zéro, les émissions de CO2. Donc c'est zéro, et donc éventuellement même négative. Mais toute cette partie-là devrait être des émissions négatives si on veut réussir à faire ça, un diagnostic de notre modèle. Donc on est dans un système là vraiment qui est contraignant. Alors là j'ai remis, j'aurais pu l'avoir avant, mais ce genre de calcul a déterminé on peut appeler des routes du CO2, des 2 degrés, les routes des 2 degrés. C'est des scénarios d'émissions. Alors plus on réduit tôt, moins on a besoin de réduire ensuite, et moins il y a de stockage. Et ça, c'est la petite flèche qui correspond à ce que les promesses des États en 2030 feraient. On avait fait aussi une flèche, donc ça c'était une mission qu'on avait eue de regarder, c'est surtout Olivier Boucher qui s'en était occupé, de regarder ce qu'amenaient les promesses des États. Donc ils amenaient ça à la place de quelque chose qui aurait été là, à peu près. Et la trajectoire à suivre en termes d'émissions de CO2, c'est celle-là. Et donc on n'y est pas d'un facteur 2 à 4. Alors ce qu'a fait le dernier rapport 1.5, c'est d'essayer de donner des scénarios possibles. Alors ça a été beaucoup discuté dans nos laboratoires, beaucoup discuté. Et c'est une demande qui a été faite des pays qui ont accepté de signer que parce qu'on avait promis que le GIEC ferait un rapport là-dessus. Donc le GIEC a dû s'exécuter et faire un rapport là-dessus. Et le GIEC a fini par conclure que c'était géophysiquement possible. Alors c'est géophysiquement possible avec beaucoup de contraintes et ce n'est pas nécessairement socialement possible. Alors j'ai repris ça d'un article. On a des amis belges, Jean-Pascal Van Yperzele, qui font une petite revue que j'ai découverte parce qu'ils m'ont fait la publicité et qui je trouve excellente. C'est faite par Philippe Marbet, pour ceux qui le connaissent, qui est quelqu'un d'extraordinairement méticuleux, précis. Et on trouve ça par Internet très facilement. Donc vous avez ici les 4 scénarios qui ont été mis en avant par le GIEC. Et vous voyez en gros le chemin de réduction des émissions. Et alors en rouge, je pense que c'est les émissions, c'est tout ce qui est carbone, et en jaune, c'est tout ce qui est captation du carbone. Et puis en gris, c'est ce qu'il y a au départ, le reste, dont on va. En jaune, en orange, c'est les combustibles, les énergies renouvelables, pardon. En jaune, c'est l'énergie qu'on stocke dans le sol, et puis en gris, c'est les énergies non renouvelables dont on cherche à se débarrasser. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez ici un scénario qui est extraordinairement abrupt. Alors ça veut dire, effectivement, en 30 ans à peu près, se débarrasser de tout ce qui fait notre environnement à nous. Alors pour ça, il faut des énergies de rechange extrêmement rapidement, développées de manière extrêmement rapide. Il faut des contraintes en termes de réduction des émissions extrêmement fortes. Et puis après, vous avez des scénarios où on détend un peu les contraintes, et c'est toujours grâce à de la captation. Donc moi, ce qui m'ennuie beaucoup avec la manière dont on utilise ces choses-là, c'est l'usage qui en a été fait. Honnêtement, j'avais écouté les discussions préalables. Moi, je n'ai pas participé à ce round d'exercice du GIEC, mais les camarades qui y étaient. Et je rappelle, Olivier Boucher, justement, avait envoyé un message à tous les quelques-uns qu'on est qui pouvaient être interviewés là-dessus, en disant attention, faites attention, il y a des chances que ça ne soit pas accepté, parce que ce n'est pas acceptable. Voilà.
Et en gros, hein, je ne garantis pas au bout près. Et puis ça a été accepté. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, mais les gens vont comprendre que là, on n'a aucune chance de faire ça. On n'a aucune chance. Ben non, en fait. J'ai vu tout un ensemble d'ONG, de gens s'appuyant, de dire, on va faire comme le GIEC. Le GIEC dit, ben, il faudrait beaucoup de nucléaire. Ben, très bien, on va faire beaucoup de... Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à le comprendre. En fait, ces scénarios-là reposent sur la captation du carbone qui a été tout le temps rejetée constamment ces dernières années, comme quelque chose de dangereux, qu'il ne fallait pas faire, ou de dangereux ou d'inconvenant par rapport aux générations futures. Voilà. Donc, je crois qu'il faut réaliser qu'aujourd'hui, on est dans un discours qui, moi, me gêne parce qu'il a un côté un peu artificiel. Le discours de l'État français, c'est on va tous à la neutralité carbone. Mais on y va comment? Avec quel type de... Bon, et moi, je veux dire, je suis gêné face à mes élèves quand on parle de ça. Et c'est une des choses qui m'a amené à faire Climatera, et je reviendrai un tout petit peu là-dessus après, si il reste du temps. Donc voilà, ça c'est... Alors, il y a malgré tout, et c'est dommage, parce que derrière ça, il y a quand même beaucoup d'initiatives intéressantes. Quand on parle de captation du CO2 par la végétation, ben oui, c'est des choses qu'il faut essayer, il y a des gens qui essayent, il y a des laboratoires qui sont impliqués là-dedans, c'est très bien, c'est important, mais on ne va pas viser les objectifs qu'on dit qu'on va viser. Donc moi, ce qui m'ennuie, c'est que ce discours, aujourd'hui, ça devient presque un discours obligé, mais c'est un discours qui n'est pas complètement en phase avec la réalité, et je ne sais pas ce que ça peut amener. Il y a un petit schéma que j'ai mis ici, c'est l'agrandissement de ce qu'on fait, ce que j'ai montré avant, et c'est pour montrer que si on veut vraiment aller au bout, alors ça c'est pour les 2 degrés, c'est le schéma qui vient de Jean-Louis Dufresne sur les 2 degrés, et le message aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est l'économie. Alors je pense qu'effectivement on a besoin d'une économie qui... Mais il faut voir que c'est loin d'aller depuis ici jusque-là. Et ça sera de plus en plus difficile. Parce qu'on va commencer par... Et l'économie, si elle est faite de manière un peu simpliste, nous conduit à ça. C'est-à-dire on va d'abord proposer des choses les plus faciles, et l'argent ira faire ces choses les plus faciles, les économies, et puis plus on va avancer, plus ça sera difficile. Et plus c'est difficile, plus ça prend du temps. Mais généralement, c'est une mauvaise idée de faire en dernier les choses qui prennent du temps. Donc il y a une réflexion à avoir sur... Aujourd'hui, on a besoin d'infrastructures, très fortement, d'infrastructures de transport. Et j'entends partout les gens dire, mais c'est le problème de l'adaptation, c'est simple, c'est des petites choses qu'on fait là dans l'instant, on corrige. Mais c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on a besoin de faire des infrastructures. Et cette idée qu'on a besoin d'infrastructures, des changements de filière agricole, des changements de... Ces choses-là qui sont des choses vraiment structurelles, qui engagent l'avenir, on ne les fait pas vraiment.